Bonjour à tous. Alors, nous avons évoqué l'histoire de Médée, la légende de Médée et les différentes versions de la légende. Il faut savoir que ce mythe nous est essentiellement connu dans ses détails par le théâtre et en particulier par une pièce de théâtre écrite par un dramaturge grec très célèbre qui s'appelle Euripide, Euripides en grec, vous avez son nom ici. Qui est donc du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui fait partie des trois grands dramaturges grecs les plus connus, les trois grands dramaturges qui sont à l'origine de la tragédie en général. On a trois grands poètes tragiques qui sont Échille, qui est du 6e siècle, Sophocle, qui est du 5e siècle, et Euripide. Donc ces trois grands dramaturges sont les trois grands dramaturges grecs les plus connus et qui ont donné la tragédie antique, puis la tragédie classique que vous étudierez très certainement lorsque vous serez au lycée. Et qui est à l'origine encore des tragédies modernes, bien sûr. Il y a vraiment une filiation. Donc il faut vraiment connaître ces trois noms, c'est indispensable, surtout quand on a fait du grec. Donc Euripide a écrit de nombreuses tragédies, on pense qu'il en aurait écrit 90 environ, bien sûr. C'est toujours un petit peu difficile de savoir combien un auteur a écrit de pièces, parce que, étant donné que ça a été fait il y a 2500 ans, il y a des pièces que l'on a conservées entièrement, assez peu. Il y a des pièces dont on a des fragments. Alors soit ce sont des bouts de papyrus qui ont été retrouvés, mais on n'a pas retrouvé la totalité, soit en fait ce sont des morceaux de pièces qui sont cités par d'autres auteurs. Donc si par exemple Cicéron se met à citer un vers d'Euripide, eh bien on sait qu'Euripide a écrit une pièce dans laquelle il y avait ce vers-là, et donc on peut le classer dans les fragments. Donc c'est un petit peu complexe de savoir le nombre de pièces vraiment écrites et surtout on n'a pas bien sûr l'ensemble des textes. Bref, on pense qu'il en aurait écrit à peu près 90 et parmi ces pièces on aurait donc la pièce Médée. Dans le début de cette pièce, on a l'intervention de la nourrice de Médée, puisque déjà dans ces tragédies antiques, la nourrice joue un rôle important, la nourrice ou la suivante ou la servante. Et ici, on a cette nourrice qui présente l'enjeu de la pièce. Alors, l'enjeu de la pièce, souvent, on appelle ça l'argument de la pièce. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le fait d'argumenter, c'est en quelque sorte le thème de la pièce. On parle de l'argument de la pièce. C'est donc une scène d'exposition. Vous connaissez ce terme-là, vous l'avez vu en français. Et dans cette scène d'exposition, on entrevoit déjà la portée de la pièce et du personnage. Donc je vais la lire avec vous pour voir s'il y a des choses qui sont compliquées à comprendre, sachant que j'ai un petit peu simplifié le texte. Je vous ai enlevé le texte grec que j'avais prévu de voir avec vous parce que c'est une langue, la langue du théâtre grec est une langue très compliquée et il faut quand même plusieurs années de pratique du grec pour arriver à comprendre, et encore pas toujours avec facilité. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous mettre le texte grec. Peut-être que nous travaillerons sur quelques très courts passages ou même sur des mots plus tard, mais pour l'instant je veux que vous preniez connaissance du texte français, de la traduction donc. Plutôt Dieu que le navire Argo n'eût pas volé par-delà les Symplegades bleues sombres vers la terre de Colchide. Donc ici, le navire, vous vous souvenez, c'est celui qui emmenait les Argonautes à la recherche de la toison d'or en Colchide, là où habitaient Médée et son père. Les Symplegades, c'est donc ce passage qui amène vers la Colchide. Donc, plutôt Dieu que le navire Argo n'eût pas volé par-delà les Symplegades bleues sombres vers la terre de Colchide, que dans les vallons du Pélion, le pin ne fût jamais tombé sous la hache, et qu'il n'eût armé de rames les mains des héros valeureux qui allèrent chercher la toison d'or pour Pélias. Donc ici, elle est en train d'espérer que les pins, c'est-à-dire les arbres, n'aient jamais été coupés, ne soient jamais tombés sous la hache, ça veut dire n'aient jamais été coupés pour pouvoir fabriquer les rames et le navire de l'Argo, bien sûr. Vous voyez déjà que c'est une langue très imagée. Ma maîtresse, Médée, n'aurait pas fait voile vers les tours du pays d'Iolcos, le cœur blessé d'amour pour Jason. Elle n'aurait pas persuadé aux filles de Pélias d'assassiner leur père,
et n'habiterait pas ici, en cette terre de Corinthe, avec son mari et ses enfants. Donc vous vous souvenez qu'elle a été exilée avec Jason à Corinthe, hein, que Médée a été exilée à Corinthe après avoir assassiné Pélias. Elle plaisait d'abord aux citoyens du pays où elle s'était réfugiée, et elle vivait dans une entente parfaite avec Jason. Or, c'est bien là que se trouve la meilleure des sauvegardes, quand la femme n'est jamais en désaccord avec son mari. Maintenant tout lui est hostile. Elle est atteinte dans ses affections les plus chères. Jason trahit ses enfants et ma maîtresse, et entre dans une couche royale. Il épouse la fille de Créon, qui règne sur le pays de Médée, sur le pays. Donc vous vous souvenez hein, que Jason va épouser la fille de Créon qui s'appelle Créuse et qui est reine de Corinthe, enfin princesse de Corinthe, et Jason espère devenir roi de Corinthe en l'épousant, ce qui évidemment le pousse à abandonner Médée. Médée, l'infortunée, outragée, à grands cris atteste les serments, en appelle à l'union des mains, le plus fort des gages. Elle prend les dieux à témoin de la reconnaissance qu'elle reçoit de Jason. Affaissée, sans nourriture, elle abandonne son corps à ses douleurs, elle consume ses jours entiers dans les larmes, depuis qu'elle connaît la perfidie de son mari. Elle ne lève plus les yeux ni ne détache du sol son regard. Elle semble un roc, ou le flot de la mer quand elle écoute les consolations de ses amis. Parfois cependant, elle détourne son cou éclatant de blancheur, et en elle-même, elle pleure son père aimé, sa patrie, son palais, qu'elle a trahi et quitté, pour suivre l'homme qui la tient aujourd'hui en mépris. Elle sait, la malheureuse, par son propre malheur, ce qu'on gagne à ne pas quitter le sol natal. Elle abhorre ses fils, leur vue ne la réjouit plus. Je crains qu'elle ne médite quelque coup inattendu. C'est une âme violente. Elle ne supportera pas l'outrage, je la connais, et j'ai peur qu'elle n'entre sans rien dire dans l'appartement où est dressé son lit, et ne se plonge un poignard aiguisé à travers le foie. Ou encore qu'elle ne tue la princesse et son mari, et qu'ensuite elle ne s'attire ainsi une plus grande infortune. Elle est terrible. Non, certes, il ne sera pas facile, à qui aura encouru sa haine, de remporter la couronne de victoire. Mais voici les enfants qui reviennent de s'exercer à la course. Ils ne pensent pas au malheur de leur mère. Une âme jeune n'a point coutume de souffrir. Voilà, donc ici, vous avez, je pense, maintenant compris l'ensemble du texte et des différentes allusions qui sont faites. Dans une deuxième vidéo, nous allons évoquer les différentes questions qui vous sont posées. Je préfère en fait faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais reprendre les questions, vous les expliquer pour que ce soit bien clair, ensuite vous mettez pause et nous regardons ensemble la réponse. Il me semble que c'est plus simple pour vous d'avoir les réponses au fur et à mesure parce que parfois la réponse à une question permet de mieux comprendre la question suivante. Donc, je passe sur la deuxième vidéo.